Dans cette première partie de l'interview, Daniel Ménard et Bernard de Montréal discutent des maladies de l'âme. Traditionnellement, les maladies sont associées à des problèmes physiques, mais il est également important de reconnaître les maladies qui touchent l'âme et l'esprit. Les maladies de l'âme sont souvent considérées comme des perturbations mentales ou émotionnelles, mais Bernard de Montréal souligne que ces maladies sont plus profondes et sont liées à l'évolution de l'âme. Les âmes moins évoluées sont plus facilement influençables par les forces astrales, ce qui peut entraîner des déséquilibres mentaux et émotionnels. L'ego joue également un rôle dans l'absorption de la maladie de l'âme. Les individus sont souvent influencés par des pulsions astrales puissantes et des liens karmiques qui peuvent perturber leur vie. Bernard de Montréal explique que l'homme est un être multidimensionnel avec un corps astral, un corps mental et un corps physique, et que sa conscience limitée l'empêche de saisir pleinement cette réalité. Pour comprendre les maladies de l'âme, il est nécessaire de s'ouvrir à la compréhension des plans parallèles et subtils de l'âme et de l'esprit. Il est important de reconnaître que la méthodologie scientifique ne peut pas tout expliquer et qu'il est nécessaire d'adopter une approche différente pour comprendre les lois et les forces qui agissent sur l'âme. Les maladies de l'âme sont donc des déséquilibres qui touchent l'évolution de l'âme et nécessitent une approche holistique pour les traiter. La conscience humaine ne peut pas devenir autonome tant qu'elle n'est pas connectée à un plan supérieur, au-delà du monde astral et de la mort. Ce plan supérieur est le plan mental, où la conscience reçoit l'énergie de sa pensée à sa source. Cependant, en descendant vers sa conscience inférieure, la conscience devient manipulée, astralisée et sujette à créer des perceptions non intelligentes dans son ego. Dans le domaine de la maladie, il existe des équivalents de virus et de bactéries dans le monde astral. Les entités désincarnées et les désincarnés, lorsqu'ils quittent la matière, deviennent des vampires et se nourrissent de l'énergie vitale des êtres humains. Il est difficile pour l'homme de communiquer avec ces entités car il n'est pas conscient du pouvoir de sa propre parole et de sa capacité à communiquer avec les plans supérieurs. L'homme pense toujours de manière subjective et égocentrique, en utilisant le je plutôt que le tu. S'il était conscient et en communication télépathique avec les plans universels, sa pensée deviendrait objective et il utiliserait le tu prépersonnel dans sa communication. C'est une évolution de la conscience vers la psychologie de l'homme nouveau. Actuellement, l'homme a une conscience existentielle basée sur la réflexion de la pensée subjective, astralisée dans son ego. S'il était en communication avec sa source sur le plan mental, son ego disparaîtrait et il aurait une conscience supérieure capable de comprendre les dynamiques de la conscience. Parfois, en tant que jeune, on peut se sentir frustré et petit dans notre conscience personnelle, surtout lorsqu'on cherche encore notre identité. C'est à ce moment-là que le plan astral attaque et essaie de nous influencer. Il est important de comprendre que l'âme n'est pas solidaire sur Terre, mais est liée par des liens karmiques avec d'autres êtres. Dans cette conversation, il est expliqué que les contacts entre les plans astro et le mental inférieur de l'homme se font à son insu, ce qui peut entraîner des manipulations et des souffrances. Par exemple, une petite fille qui se fait violer peut penser qu'elle est souillée pendant longtemps, ce qui est une manipulation astrale vampirique. La vie inconsciente est décrite comme une manipulation astrale, qui peut conduire à des maladies et à des comportements dangereux. On mentionne que le fait de penser en je contribue à établir la maladie, et qu'il est nécessaire de comprendre que le jeu est imposé par l'astral pour ne pas succomber à ces manipulations. Même si on sait cela intellectuellement, il faut vivre une certaine souffrance et expérience pour réellement changer la situation. Il est souligné que l'évolution de la conscience personnelle est essentielle pour comprendre et deal avec ces manipulations astrales. Il est expliqué qu'il est possible pour l'homme de se connecter à une conscience universelle et de comprendre le monde de la mort sans avoir à mourir. Cette conscience universelle permettrait de guider les morts dans leur évolution et d'éviter les maladies de l'âme. En étudiant le monde de la mort et ses conséquences sur la vie, l'homme peut se libérer et entrer dans cette conscience universelle. Il est également mentionné qu'il y a un lien entre la maladie et la médecine, mais le parallèle n'est pas totalement développé dans cette conversation. Dans cet extrait, le conférencier, Bernard de Montréal, aborde la question des médiums et de leur capacité à démontrer l'existence du plan de la mort. Il explique que bien qu'il y ait des médiums qui sont capables de communiquer avec les esprits, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont intelligents ou qu'ils comprennent réellement ce qu'il se passe dans l'au-delà. Il précise qu'il connaît des médiums qui sont doués, d'autres qui sont simples et naïfs, et d'autres encore qui sont dangereux. Il explique également que les médiums peuvent jouer un rôle de médecin de l'âme, mais il met en garde contre le fait qu'ils peuvent aussi être manipulés par les esprits.
Les esprits du plan de la mort sont considérés comme des menteurs et les morts n'ont pas de conscience créative. De plus, les âmes doivent repasser par la matière pour fusionner et passer à l'immortalité, ce qui ne peut pas se faire dans l'astral. Bernard de Montréal souligne que les hauts plans spirituels sont également remplis de menteurs qui maîtrisent l'art de la manipulation. Il explique que les esprits mentent par souci de protection psychologique, car l'homme n'est pas prêt à comprendre les lois du mensonge cosmique. Selon lui, si l'homme comprenait vraiment ce qui se passe dans l'intemporel, cela pourrait le rendre malade. L'auteur explique que l'homme, lorsqu'il commence à être intelligent et à faire des recherches spirituelles, doit comprendre ce qui se passe sur les plans cosmiques. Cependant, il ne peut pas obtenir cette connaissance à partir de ces plans car ils sont responsables du maintien du mensonge cosmique sur la conscience expérimentale. Pour dévoiler, détruire ou annuler ce mensonge, l'homme doit entrer en contact direct avec sa source et développer une conscience mentale. Cela lui permettra de comprendre la vie, la conscience, les lois de la pensée et de développer une psychologie créatrice. Sans cela, il est contraint de vivre sa conscience mentale en fonction de l'extérieur social ou de l'intérieur astral, ce qui conduit à l'involution. L'auteur mentionne également le traitement des médiums et avertit d'être prudent dans les interactions avec les morts, car ils peuvent mentir et tromper ceux qui ne sont pas suffisamment conscients ou en contact avec leur propre source. Il relate ensuite une rencontre avec une médium qui était endettée et lui conseille de cesser de travailler avec les entités qui lui ont causé ses dettes pour préserver sa santé. Le médium dont il est question dans cet extrait affirme que les médiums doivent devenir plus intelligents et ne plus dépendre uniquement du plan astral pour obtenir des informations. Il affirme que être médium signifie être capable de répondre psychiquement à des plans subtils, mais que l'homme conscient ne devrait pas être esclave de ces plans. Il souligne que le monde évolue rapidement vers une plus grande acceptation de la médiumnité, mais il met en garde contre le fait de ne pas perdre sa vigilance. Il affirme que l'homme qui évolue doit complètement changer de perspective et abandonner ses anciennes conceptions pour embrasser une nouvelle compréhension basée sur la conscience cosmique. Il parle également de l'importance de l'esprit cosmique pour mettre l'âme en vibration. Il conclut en disant que cela entraînera un choc pour l'âme, mais est nécessaire pour son évolution. Dans cet extrait, le conférencier explique que l'âme nécessite un choc pour être mise en vibration. Une fois mise en vibration, elle peut évoluer rapidement et l'ego devient détaché de la valeur émotionnelle de la connaissance. Il affirme que les connaissances sont souvent basées sur l'émotion, comme en témoignent les conflits religieux. Selon lui, lorsque l'homme atteindra une conscience supramentale, il n'y aura plus d'émotion dans le savoir. Cependant, ces transformations profondes au niveau émotionnel font partie de l'expérience individuelle et sont déterminées par l'évolution de l'âme. Le conférencier indique que l'âme doit être suffisamment évoluée et que son double spirituel sait quand la mettre en vibration. Si l'âme était mise en vibration prématurément, cela pourrait causer des troubles mentaux. Il affirme que le double spirituel connaît parfaitement l'âme, son évolution et sa mémoire. Il mentionne également que l'homme ne pourra arrêter de faire de la recherche que lorsqu'il aura une conscience suffisamment intégrée basée sur sa certitude universelle représentée par son double spirituel. Il fait la distinction entre la recherche, qui est erronée car elle consiste à courir après ça que spirituel, et l'étude, qui se fait au niveau mental et permet de comprendre le monde. Dans cette discussion, il est question de la différence entre faire de la recherche et étudier. Faire de la recherche consiste à recueillir des informations et des connaissances provenant d'autres sources, tandis qu'étudier implique d'entrer en vibration avec ce qui est observé, en utilisant son propre esprit. L'étude est donc une création où l'on reconnaît les dimensions utiles à sa conscience créative. Elle est basée sur ce qui est nécessaire et utile dans le présent, plutôt que sur la curiosité. De plus, lorsque l'on en arrive à ne pas croire, cela indique que l'on est mis en vibration par l'esprit, c'est-à-dire que l'on est déjà dans le processus d'évolution de la conscience mentale. Arrêter de croire est une capacité évolutive que l'on a perdue, mais qui devient évidente et naturelle à mesure que l'on avance dans cette conscience mentale. Dans cet extrait, Bernard de Montréal affirme que croire est une manifestation de l'insécurité de l'ego. Il mentionne que l'homme croit par obligation car il n'a pas accès à ses corps subtils et se retrouve donc coincé dans la matière. Il critique fortement la croyance, la considérant comme responsable de l'ignorance humaine et de toutes les maladies de l'âme. Il affirme que croire est anti-conscience et anti-identité. Lorsqu'il parle de croire, il fait référence aux croyances importantes pour la conscience humaine, et non aux croyances profanes. Il souligne qu'il est impossible de croire et de savoir en même temps.
Il dit également que sa connaissance lui apporte la certitude, et que le fait de ne pas croire est encore mieux. Toutefois, il précise que ne pas croire ne signifie pas nier et que cela témoigne d'une attitude spécifique. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique à son interlocuteur, DM, pourquoi il est important de ne pas croire aveuglément en ce que les autres disent. Il affirme que les gens ont été conditionnés depuis leur plus jeune âge à adhérer à des croyances collectives, ce qui crée un consensus de base. BDM considère que sa parole peut être dangereuse car il est capable de manipuler les émotions des autres, mais il souligne qu'il est essentiel de ne pas croire en lui. Il explique que même s'il est une personne intègre, les autres ne peuvent pas le savoir au premier abord et qu'il est donc préférable de ne pas croire en lui. Il affirme qu'il est important de préserver son individualité et de ne pas se soumettre à la personne d'un autre. BDM affirme également qu'il est le premier à avoir expliqué de manière catégorique l'importance de ne pas croire aveuglément. Il encourage les gens à développer leur propre discernement afin de ne pas se soumettre à la conscience des autres. Il affirme que cette approche permet d'établir des relations sincères et créatives entre les individus. Dans cette discussion, il est question du besoin qu'a l'être humain de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Ce besoin de croire est souvent lié à une insécurité de l'ego face à l'infini de la vie et aux mystères qui l'entourent. Les individus qui disposent d'une certitude n'ont pas besoin que les autres les croient, mais ils doivent faire preuve d'intelligence pour protéger les personnes qui ont besoin de les croire. Le besoin de croire fait partie de l'involution de l'homme, alors que l'évolution consiste à comprendre l'importance de ne pas croire. L'homme conscient et évolué cherchera plutôt à éveiller les autres sur l'importance de ne pas croire, car il sait jusqu'à quel point les individus sont influençables. L'amour pour l'homme consiste à vouloir le rendre libre, en le conscientisant sur le danger de la croyance. Cette prise de conscience est fondamentale pour l'homme nouveau qui ne pourra pas croire. Les personnes qui croient sont souvent celles qui se sentent le plus perdues et qui cherchent une autorité sur laquelle s'appuyer. Il est difficile de se détacher d'une telle dépendance, mais il est important pour l'individu de retrouver ses repères et sa propre conscience. Lorsqu'un individu écoute des conférences qui insistent sur le fait de ne pas croire aveuglément, il peut graduellement se désengager des croyances externes et commencer à éprouver une confiance en lui-même et en ses propres connaissances. Beaucoup de choses que l'homme sait par lui-même sont souvent couvertes par des croyances extérieures. Par exemple, certaines personnes vivent des expériences paranormales, mais comment superposer ces expériences avec leurs croyances religieuses? L'Église a souvent réprimé ces expériences pour des raisons pratiques. Cependant, certaines études parapsychologiques et des connaissances scientifiques peuvent permettre d'expliquer ces phénomènes. Les expériences dépendent de l'individu, et pour que l'homme traite vraiment ces expériences, il doit se libérer des croyances et chercher la vérité par lui-même. Par ailleurs, vivre dans une conscience polarisée basée sur le vrai ou le faux, les idéologies, est une sécurité pour l'ego, mais lorsque cela est enlevé, on se retrouve sans protection et il est nécessaire de reconstruire une crédibilité en se fiant à ses propres connaissances et expériences. La parole de Bernard de Montréal met l'accent sur l'idée de la dibilité, c'est-à-dire la prise de conscience de notre intelligence. Il souligne que la méthodologie scientifique est basée sur des paramètres spécifiques et que les scientifiques ont le droit de maintenir la rigidité de leur système. Cependant, il affirme que les questions liées à des sciences plus paranormales ou occultes doivent être abordées par les individus de manière subjective et qu'il existe de nombreuses opportunités aujourd'hui pour trouver des repères dans ces domaines. Il partage également son expérience personnelle du monde astral et encourage les gens à construire leur propre conscience tout en échangeant avec d'autres pour mettre fin aux phénomènes occultes et sectaires.